Avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans une réalité fabriquée, un système soigneusement conçu où les leviers du pouvoir sont tirés dans l'ombre? C'est l'essence du concept de la pilule rouge, inspiré du film Matrix. Aujourd'hui, nous allons examiner la carrière d'Emmanuel Macron, un homme politique dont l'ascension fulgurante a amené certains à se demander s'il fait partie d'un système plus vaste à l'œuvre. S'est-il débranché de la matrice, ou est-il un produit de celle-ci? Plongeons dans les années formatrices d'Emmanuel Macron. Né à Amiens en France, son parcours n'est pas celui du politicien typique. Loin des dynasties politiques établies, son histoire a un début différent. Cela soulève la question: cet environnement non conventionnel a-t-il contribué à sa vision unique du monde? Ou son destin était-il déjà tracé? Son éducation est un élément crucial du puzzle. Macron a excellé sur le plan scolaire, manifestant une aptitude précoce pour les sciences humaines. Cette réussite intellectuelle l'a conduit à l'Institut d'études politiques de Paris, communément appelé Sciences Po, une institution réputée pour former l'élite française. Ici, il a perfectionné ses compétences analytiques, affûté son intelligence politique, et s'est plongé dans le monde des idées. Une question importante se pose ici. Son éducation était-elle simplement une préparation au service public, ou quelque chose de plus calculateur, se tramait-il? Et puis vient l'ENA, l'École nationale d'administration, le terrain d'entraînement par excellence des futurs dirigeants français. Cet établissement prestigieux, souvent considéré comme le berceau du pouvoir en France, a joué un rôle essentiel dans la formation de la vision du monde de Macron. L'ENA a façonné des générations de décideurs, imprégnant en eux un fort sens du devoir envers l'État et une profonde compréhension du fonctionnement interne du gouvernement. Mais certains se demandent: cette institution favorise-t-elle la conformité et perpétue-t-elle un système établi, au lieu de favoriser la pensée indépendante et la véritable innovation? Est-ce que l'ENA prépare ses diplômés à servir le peuple ou à protéger une structure de pouvoir préexistante? Le passage de Macron à l'ENA est souvent cité comme un moment déterminant de sa trajectoire. C'est là qu'il a forgé des liens avec d'autres aspirants leaders, tissant un réseau qui lui servirait bien plus tard. Mais cela pose également la question suivante: ces connexions faisaient-elles partie d'un plan directeur? Étaient-elles des tremplins stratégiques sur un chemin soigneusement tracé vers le sommet? Considérez ceci: beaucoup d'anciens élèves de l'ENA occupent des postes de pouvoir dans les sphères publiques et privées. Ils forment une élite influente qui façonne la politique et les affaires en France. Cela soulève une question essentielle. L'éducation de Macron à l'ENA a-t-elle simplement ouvert des portes, ou faisait-elle partie d'une initiation à un cercle de pouvoir exclusif? Un cercle voué à maintenir le statu quo, un cercle avec ses propres agendas cachés. Une question à méditer pendant que nous explorons plus en profondeur le parcours de Macron. Maintenant, explorons un chapitre fascinant et souvent discuté du parcours d'Emmanuel Macron, son passage chez Rothschild & Co. Cette étape a façonné sa trajectoire d'une manière que nous ne pouvons ignorer. Après l'ENA, Macron a fait un choix qui a surpris beaucoup de monde. Au lieu de poursuivre une carrière dans le service public, il s'est tourné vers le monde de la finance. Il a rejoint la prestigieuse banque d'affaires Rothschild & Co., une décision qui soulève immédiatement des questions. Était-ce une simple déviation ou faisait-elle partie d'un plan plus vaste? Rothschild & Co. n'est pas une banque ordinaire. C'est une institution avec des siècles d'histoire, profondément ancrée au cœur des finances mondiales. Elle a joué un rôle dans d'importantes transactions et événements géopolitiques. Le travail de Macron là-bas lui a donné accès à un réseau de personnes extrêmement influentes, des personnes qui tirent les ficelles de l'économie mondiale. Il a été exposé à des transactions complexes et a acquis une compréhension approfondie du fonctionnement de la finance internationale. Certains affirment que cette expérience l'a doté d'une expertise précieuse. D'autres y voient un signe plus inquiétant.
s'est-il lié à des intérêts financiers puissants qui pourraient avoir influencé ses convictions politiques ultérieures? Durant son séjour chez Rothschild, Macron s'est spécialisé dans les fusions et acquisitions. Il a rapidement gravi les échelons, devenant associé gérant en quelques années. Son accord le plus notable a été le rachat par Nestlé d'une filiale de Pfizer, une transaction d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Ce succès a consolidé sa réputation de financier astucieux et ambitieux. Cela lui a également valu une somme d'argent substantielle. On estime qu'il a gagné des millions avec cet accord. Posons-nous cette question. Cette richesse nouvellement acquise a-t-elle joué un rôle dans ses aspirations politiques? Lui a-t-elle donné les ressources nécessaires pour poursuivre ses ambitions? L'expérience de Macron dans la banque d'affaires a indéniablement influencé sa vision du monde. Cela lui a permis d'acquérir une compréhension pratique du fonctionnement de l'économie mondiale. Mais cela a également soulevé des inquiétudes quant à ses liens avec l'élite financière mondiale. Certains critiques affirment que son passage chez Rothschild l'a rendu trop sympathique aux intérêts des grandes entreprises, des intérêts qui pourraient ne pas être alignés sur les besoins des citoyens ordinaires. C'est une question importante à considérer pendant que nous progressons. Son expérience dans la finance était-elle un atout ou un handicap? Un signe de compétence pratique ou une source potentielle de conflit d'intérêts? Son passage chez Rothschild est un point d'inflexion crucial dans le récit de Macron. Il représente un carrefour où le monde de la haute finance et celui de la politique se croisent. Il nous laisse face à une question fondamentale. L'expérience de Macron chez Rothschild l'a-t-elle préparé à servir l'intérêt public? Ou a-t-elle semé les graines d'une allégeance différente, une allégeance aux forces mêmes qui façonnent l'économie mondiale dans l'ombre? Cette question mérite d'être examinée avec soin pendant que nous continuons à démêler l'histoire d'Emmanuel Macron. Passons maintenant à un tournant décisif dans la vie d'Emmanuel Macron, son entrée en politique. Après une carrière lucrative dans la finance, il a fait un choix qui a surpris beaucoup de monde. Il a quitté le monde des hautes finances pour les couloirs du pouvoir. Cette transition soulève des questions cruciales sur ses motivations et ses aspirations. Était-ce un véritable appel au service public ou un mouvement stratégique calculé? En 2012, Macron rejoint l'équipe du président nouvellement élu, François Hollande, en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée. Ce poste, bien qu'en coulisses, lui a permis d'avoir accès au cœur du pouvoir français. Il a pu observer de près le fonctionnement interne du gouvernement, nouer des relations avec des personnalités politiques clés et se familiariser avec les complexités de l'administration publique. Certains considèrent cette période comme un apprentissage précieux, une période au cours de laquelle il a acquis une compréhension inestimable de l'appareil d'État. D'autres y voient une introduction calculée dans le système, une opportunité de gagner la confiance de l'establishment politique tout en préparant sa propre ascension. 2 ans plus tard, en 2014, Macron est nommé ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Ce poste ministériel lui a permis de mettre en œuvre ses propres idées économiques et de se positionner comme un réformateur. Il a défendu la loi Macron, un ensemble de réformes visant à libéraliser l'économie française et à accroître la compétitivité du pays. Ces réformes, bien que saluées par certains comme étant nécessaires à la modernisation de la France, ont également suscité une forte opposition de la part de ceux qui les considéraient comme néfastes pour les travailleurs et les plus vulnérables. Cette période soulève une question importante. Les réformes de Macron étaient-elles réellement destinées à servir l'intérêt général? Ou servaient-elles les intérêts de certains groupes puissants, ceux-là même qu'il avait côtoyés durant sa carrière dans la finance? L'ascension de Macron au sein du gouvernement Hollande a été remarquablement rapide. En quelques années seulement, il est passé d'un poste de conseiller à un poste ministériel de premier plan. Cette ascension fulgurante a suscité l'admiration de certains,
qui ont salué son intelligence et son ambition. D'autres, cependant, ont exprimé des inquiétudes quant à son manque d'expérience politique et à son apparente déconnexion avec les préoccupations des citoyens ordinaires. Était-il un véritable serviteur du peuple ou un opportuniste habile profitant du système pour ses propres ambitions? Le passage de Macron au sein du gouvernement Hollande est un chapitre crucial de son histoire. Il met en lumière sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique et à s'élever rapidement dans les rangs du pouvoir. Mais il laisse également des questions sans réponse. Était-il un acteur sincère cherchant à améliorer la France? Ou un agent d'intérêt puissant, utilisant la politique comme un moyen de parvenir à ses fins? Cette question est au cœur de notre enquête et continuera de nous guider alors que nous explorons l'ascension fulgurante d'Emmanuel Macron. Abordons maintenant un moment charnière de l'histoire politique française, l'élection présidentielle de 2017. Cette élection, marquée par des bouleversements politiques et des résultats inattendus, a propulsé Emmanuel Macron au premier plan de la scène mondiale. Mais les circonstances entourant sa victoire méritent un examen approfondi. Était-ce une véritable expression de la volonté du peuple ou le résultat d'une série d'événements soigneusement orchestrés? En avril 2016, en plein mandat de François Hollande, Macron fonde son propre mouvement politique, En Marche. Ce mouvement, ni de droite ni de gauche, se présentait comme une alternative aux partis traditionnels. Il promettait de transcender les clivages politiques et de rassembler les Français autour d'une nouvelle vision pour le pays. Mais certains observateurs ont remis en question l'authenticité de ce mouvement. Était-ce un véritable effort pour réformer la politique française? Ou une manœuvre tactique pour exploiter le mécontentement croissant à l'égard de l'establishment politique? La campagne présidentielle de Macron a été marquée par un certain nombre de facteurs controversés. Il a bénéficié d'une couverture médiatique largement favorable, ce qui a conduit certains à se demander si les médias avaient joué un rôle dans sa victoire. De plus, le scandale qui a touché François Fillon, candidat de la droite, a affaibli son principal adversaire et ouvert la voie à la victoire de Macron. Était-ce une simple coïncidence? Ou ces événements étaient-ils liés à un plan plus vaste visant à assurer l'ascension de Macron? L'élection elle-même a été marquée par une forte participation et un rejet clair des partis traditionnels. Macron a remporté le second tour avec une large marge, battant Marine Le Pen, candidate du Front National. Cette victoire a été saluée par beaucoup comme un signe d'espoir pour la France et pour l'Europe. Mais d'autres sont restés sceptiques. Représentait-elle réellement la volonté du peuple? Ou était-ce le résultat d'une campagne soigneusement orchestrée qui a habilement manipulé l'opinion publique? L'ascension de Macron à la présidence a été rapide et sans précédent. Il est devenu le plus jeune président de l'histoire de la France, sans jamais avoir été élu à une fonction publique auparavant. Cette ascension fulgurante a suscité l'admiration et l'inquiétude. Était-il un nouveau type de leader capable de relever les défis du XXIe siècle, ou un produit d'un système qui favorise ceux qui sont connectés au levier du pouvoir? L'élection présidentielle de 2017 reste un sujet de débat et de spéculation. Elle nous oblige à nous interroger sur la nature même de la démocratie et sur les forces qui façonnent nos choix politiques. La victoire de Macron était-elle un triomphe de la volonté populaire ou le résultat d'une stratégie soigneusement orchestrée par ceux qui opèrent dans les coulisses du pouvoir? C'est une question que nous devons continuer à explorer alors que nous démêlons les complexités du parcours d'Emmanuel Macron. Examinons maintenant la présidence de Macron et son lien intrigant avec le programme des Young Global Leaders du Forum économique mondial. Cette association soulève des questions cruciales sur les influences qui façonnent les décisions politiques et les orientations mondiales. Est-ce une simple plateforme de collaboration internationale ou quelque chose de plus profond,
une initiation à un réseau mondial d'influence. Le Forum économique mondial, souvent appelé Forum de Davos, est une organisation influente qui réunit les dirigeants du monde des affaires, de la politique et d'autres domaines. Le programme des Young Global Leaders vise à identifier et à promouvoir les futurs dirigeants mondiaux. Macron a été sélectionné pour ce programme en 2014, alors qu'il était ministre de l'économie. Cette sélection est-elle un simple signe de reconnaissance de son potentiel de leadership ou un signal de son alignement sur les objectifs et les valeurs du Forum? Le Forum économique mondial prône une vision du monde globaliste, axée sur la coopération internationale et la libéralisation des marchés. Certains considèrent cette vision comme bénéfique pour la croissance économique et le progrès social. D'autres la critiquent comme étant au service des intérêts des entreprises multinationales et des élites mondiales, au détriment des populations locales et des nations souveraines. L'appartenance de Macron à ce groupe nous oblige à nous demander dans quelle mesure ses politiques sont influencées par cette vision du monde globaliste. Est-il un acteur indépendant poursuivant les meilleurs intérêts de la France? Ou un instrument d'une agenda mondiale plus large? Depuis son élection, Macron a mis en œuvre des politiques qui reflètent les principes du Forum économique mondial, notamment la libéralisation du marché du travail et la réduction des dépenses publiques. Ces politiques ont été saluées par certains comme étant nécessaires à la modernisation de l'économie française. D'autres y voient une atteinte à la souveraineté nationale et une menace pour le modèle social français. L'adhésion de Macron aux Young Global Leaders nous incite à nous interroger. Agit-il en toute indépendance ou ses décisions sont-elles influencées par les intérêts des élites mondiales qui composent ce réseau? L'implication de Macron au sein du Forum économique mondial et du programme des Young Global Leaders est un élément important à prendre en compte lors de l'analyse de sa présidence. Cela soulève des questions fondamentales sur la nature du leadership politique à l'ère de la mondialisation. Est-il possible pour un dirigeant national de servir à la fois les intérêts de son pays et ceux d'un réseau mondial d'influence? Ou existe-t-il inévitablement un conflit d'intérêts? L'appartenance de Macron à ce groupe prestigieux est-elle un atout pour la France ou une menace pour son indépendance et son identité nationale? Ces questions complexes nécessitent une réflexion approfondie et un débat public ouvert et transparent. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.